Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. Ici, en studio, on parle plus ça de même parce qu'on est tous sur Internet. Ça va bien parce qu'on a un invité un petit peu spécial. Je vais saluer Atelier QG qui font toutes les chandails, les hoodies, les casquettes de Québec Hunter. Sont ça à coche si jamais vous avez besoin de vêtements corporatifs, de chandails, de bannières, name it, là, ils font à peu près tout, là. Atelierqg.com. Si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vais vous transférer le lien, ça va me faire plaisir. Je vais remercier Brigade Web tout de suite aussi. Brigade Web qui s'occupe de notre site web, des clips que vous voyez sur TikTok. Si vous ne suivez pas sur TikTok, allez-y. Les vidéos commencent à pogner. On est rendu dans le 2 millions par vidéo des fois. Là. Il y en a des pas pires, c'est drôle, ça va à peine. C'est pas juste des clips de podcast, là, c'est tout ce qui est le fun pour la chasse. Fait que gênez-vous pas à aller voir ça. Notre invité est spécial parce que il a la chance de chasser à des places extra exotiques. Puis tout le monde a entendu parler de je m'en vais aux States ou je m'en vais en Colombie-Britannique ou des affaires de même, mais là, on est dans un autre niveau. On est dans la journée d'avion exotique. Là. Tout de suite, en partant, je vais vous mettre un petit clip. Ceux qui nous regardent vidéo, vous allez pouvoir le voir. Puis la gang audio, inquiétez-vous pas, ça va couper tout de suite, puis ça va tomber à l'invité. Je vais juste couper ça au montage, ça va être magique, vous allez n'y voir que du feu. Fait que je vous passe ça, la gang. C'est bon. Si vous êtes attentif en regardant ça, vous avez vu une couple d'indices pour savoir où il a chassé. Là, je fais monter March puis je le questionne. Salut March, comment ça va? Simon, ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Simon, notre invité d'aujourd'hui, lui, dans la chasse, là, il l'a échappé solide. Là. Non, il l'a pas échappé. Là. Je pense qu'il ne c'est fait partout, que ça. Là. Il n'y a rien qu'il n'a pas goûté. Là. C'est débile. Écoute, en ce moment, au Québec, il est 19h30. Oui. Il est 2h du matin. Là. Faut que tu sois craquer chasse pour dire « Ah oui, je vais faire le podcast, je vais me lever à 2h du matin. Les gars, il n'y a pas de trouble. » Puis c'est comme pas cette idée, là. Oh, je vais me lever, ça va être de bonne heure, puis c'est tout. Ma journée commence. La chasse, ça écoule d'un veine, là, Simon. Ne le faisons pas plus patienter que ça. Montre-nous-le, ce chasseur mondial, ce Globetrotter Hunter-là, disons-le de même. Fais-nous-le monter, présente-nous ça. En plus, c'est tout à l'arc, là. C'est malade, là. C'est un autre En niveau. plus. Je vous présente Nick de Tier 1 Outdoors. Salut, Nick. Salut, ça va, les boys? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis réveillé. T'es réveillé? Je sais pas s'il y a du Red Bull ou ce que t'es, là, mais tu t'en prendras une canette ou deux, c'est pas gênant. Ouais, ça, c'est une première avec nous autres qu'un gars doit se lever à 2h du matin pour enregistrer avec nous autres. Écoute, on lève notre chapeau, là. Merci, Nick. Oui, vraiment, là. Ça fait plaisir. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Good. Nick, Tier 1 Outdoor, c'est ta page Instagram. C'est là où tu partages ta passion pour la chasse. Là. Exact. Tes aventures, parce que c'est des aventures. Là. Oui, c'est une passion. Là. Je suis arrivé, j'ai créé ça juste par passion un peu. Là. Je ne savais pas trop, j'ai pas vraiment de but avec ça, mais j'avais tellement de photos, de vidéos, puis j'ai beaucoup de 95% de mes chasses sont solo, c'est moi tout seul. Fait que des fois, c'est le fun de partager ça à tout le monde, tes amis, puis tout ça. Fait que au moins avec Instagram, ça partage à plus de monde. Puis, clairement. J'ai toujours des questions. Il y a toujours quelqu'un qui vient me parler ou qui me demande des affaires. C'est toujours intéressant. Avec raison, parce que ceux qui ont vu la vidéo, on est loin de la forêt boréale. Là. Un peu plus sec. Ça a l'air sec, effectivement. Hey Nick, moi j'ai une question. Elle me brûle les lèvres. Écoute, je suis déjà prêt à te bombarder de questions. Comment est-ce qu'on en devient dans notre
disons-le, mais c'est pas une carrière, mais dans ta carrière de chasseur ou dans ta passion de chasseur, à vouloir découvrir ces affaires-là? Parce qu'écoute, on s'entend, le chasseur normal qu'on connaît au Québec, c'est chevreuil, orignal, un peu de sauvagine. Là, toi, là, j'aime prétendre ça. Toi, tu l'as échappé, là. Toi, ta curiosité, elle fait 360 degrés. Comment est-ce qu'on en devient à vouloir apprendre toutes ces chasses-là, vivre ces chasses-là? Ben, je pense que ça va avoir une nature addictive un peu. Là. Je pense que je suis juste un peu extrême dans ma vie tous les jours. Mais j'ai commencé à chasser tard. Moi, dans ma famille, il n'y a aucun chasseur. Moi, j'ai commencé à chasser, je ne me souviens pas l'année, mais je vais dire peut-être en 2015, peut-être 2014. Mais j'ai commencé au fusil comme tout le monde. Mais moi, je tire du fusil depuis que j'ai 12 ans. Fait qu'avec les années, j'aimais bien ça, mais j'avais pas vraiment le challenge, si on veut. Ouais. C'est quand même difficile, il faut que tu mettes le temps, il faut quand même que tu aies beaucoup de temps à passer dans le bois, mais j'ai essayé l'arc une année avec un de mes amis, puis j'ai découvert une passion qui m'a amené jusqu'où je suis présentement. Là, puis je ne suis pas à 100% arc, ça ne me dérange pas d'aller au fusil, mais j'ai tout le temps, si tu me donnes un fusil dans un trip de chasse, je vais faire comme cool, mais ce ne sera pas la même histoire dans ma tête, tu sais. Parce que, mais c'est pas non plus juste le fait de tuer quelque chose, c'est toute l'aventure, puis être proche, puis les frustrations qui font partie. On va peut-être y aller plus tard dans les photos, dans les histoires de chasse, mais j'ai passé bien plus de temps dans le bois à rien voir qu'à voir quelque chose de proche, tu sais. Ça, c'est un peu la même histoire pour tous les chasseurs qui sont un peu assidus, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça pour côté genre background de chasse. Puis avec les années, j'ai été chanceux. Moi, je suis militaire. Puis j'ai été chanceux d'être posté en Australie pour 3 ans. Donc, ça a été comme la mecque de la chasse, si on veut. En Australie, on peut passer à travers tantôt, mais les règlements sont un peu différents que sur le reste de la planète. Donc, ça l'ouvre la porte à beaucoup d'opportunités. Oui, puis c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Beaucoup, là, l'Australie, les règlements, les gibiers. Parce que, écoute, j'ai vu des gibiers passer sur Vidéoéconomie que je suis bien plate, mais je peux pas les nommer. J'ai aucune idée c'est quoi. Là. Je comprends que c'est une bébite, là. Non, moi aussi, je peux pas t'aider. C'est ça. Fait que, parle-nous un peu, là, mettons, le climat de chasse. Tu sais, mettons, la chasse au Québec, là, on sait c'est quoi. Souvent, c'est familial, c'est des chums. C'est 1 semaine ou 2 semaines par année. Il y a quelques saisons. C'est quoi, mettons, la chasse au gros gibier là, en Australie? Là? Ben, c'est une expérience. L'Australie, c'est comme tu as 2 versions de l'Australie. Fait que tu as une version qui est très canadienne. Les Australiens, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des Australiens auparavant. Les Australiens, c'est comme des cousins un peu. C'est même pas des Américains, c'est pas des Britanniques, c'est pas des Français de France. Si tu vas parler avec un Australien, c'est sûr que peut-être pour certains Québécois, l'accent australien est un peu dur à comprendre, mais une fois que la barrière est tombée, c'est comme si tu parlais à un de tes cousins. Là. C'est comme weird, ils sont à l'autre bout de la planète, mais ils sont super sympathiques. Ils sont très... Je dirais que ça se rapproche beaucoup d'un Québécois. On a le mode de vie un peu, là. Ouais, si on veut. Puis tu as aussi la deuxième partie australienne qui est très outback, qui est très country. Outback. Parce que c'est juste ça en Australie, de outback. Tu n'es jamais vraiment loin du outback ou de la nature. Puis le outback, c'est quoi, mettons, en français, là? La campagne, I guess. Mais, le campagnard. La campagnard redneck un peu, on va l'appeler redneck. OK. Puis, fait que tu n'es toujours pas loin de ça. Puis la culture est très axée sur le camping, l'aventure, parce que l'Australie est tellement grand, c'est un peu comme le Canada. Mais c'est très accessible par 4x4 ou par pick-up un peu partout. Parce que c'est plat. C'est plat, puis beaucoup de trails. Ils ont comme des check in a box dans ta vie que tu fais le tour de l'Australie en char, que tu traverses l'Australie dans le milieu, parce qu'il y a juste une route qui traverse dans le milieu, de nord au sud, mais ça, c'est dans le désert rouge, là. Il y a fuck out là. Fait que, tu la chasses dans ce désert-là? Oui. Les chameaux. Nice. Continue. C'est ça. Fait que c'est ça un peu la culture. Si on s'en va vers la culture, mettons, outback ou chasse, c'est différent au Québec. Ils ont beaucoup
les règlements, on peut embarquer là-dedans aussi, ça s'en va là un petit peu. Ben oui, il n'y a pas vraiment de saison de chasse en Australie. Il y a quand même des sessions pareil comme au Québec, là, avec le rut ou Évidemment, ça, c'est la nature. Là, ouais. C'est la nature est toujours là. C'est différent. Les mois, ce n'est pas les mêmes que nous autres, là, mais c'est l'inverse. Sauf qu'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de tag. Fait que, techniquement, toutes les espèces qui ont été importées en Australie sont considérées comme espèces nuisibles. Fait que les espèces qui ne sont pas natives à l'Australie, là. Exact. Okay. Donc, tout ce qui n'est pas kangourou, ému, koala, certains lézards, j'en oublie sûrement, là, mais tout ça, genre, c'est nuisif à la faune et la flore australienne. Okay. Et en grande partie aux agriculteurs australiens. Parce que vu qu'il y a tellement de territoire qui a été non exploré ou non habité, les fermes sont gigantesques. C'est fou. Là, comme j'étais allé sur une ferme qui avait 1 million d'acres. Et c'est ailleurs. On est ailleurs. Là. C'est ailleurs. Là, fait que les autres, leur gros problème, par exemple, j'ai déjà mentionné les chameaux. Les autres, les gros problèmes, c'est les chameaux. Ils ont des chameaux, des chevaux sauvages, des mules sauvages. Fait que tous ces animaux-là, ça vient voler parce que c'est plus que tu t'en vas vers le centre de l'Australie, oui, tu as plus de terrain, mais tu as moins d'eau, tu as moins de végétation, ou ça coûte quelque chose pour amener ça là. Donc, si tu as des animaux nuisibles qui compétitionnent avec les ressources, ben, tes vaches, ils n'iront pas bien. C'est comme au Québec, là, tu sais, dindons et chevreuils. Parlez-en aux agriculteurs de l'Estrie, ils les aiment pas particulièrement. Là. Il y en a en tabarnache, puis c'est pas pour rien que tout le monde en Estrie loue sa terre puis vient cabocher. C'est parce que c'est un gros paquet de dindons là, va te faire le ménage dans un champ solide, comme un ravage de chevreuil. Ben, c'est sûr que les ravages sont un peu ensemble au temps de la chasse, là, mais je comprends très bien le principe. C'est un peu comme au Québec, je dirais, mais c'est fois 1000. Mais... OK. Si tu vas sur la côte Est, c'est comme je dis ça, c'est comme l'aventure chasse, si on veut, ou le outback, j'ai skippé un peu, mais tout ce qui se rapproche des grands centres en Australie, je pense que 50% de la population reste sur la côte Est australienne. Donc, Sydney, Melbourne. Sydney, tout ça. Ouais. Fait que c'est très les grands centres. La chasse n'est pas nécessairement populaire dans ces grands centres-là, mais ils ont quand même, dans les zones juste à l'extérieur de la ville, beaucoup de chevreuils qui sont nuisibles. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a beaucoup de chasseurs. Donc, tu as beaucoup d'opportunités de chasser plusieurs espèces de chevreuils. En Australie, il y a 6 espèces de chevreuils. Peux-tu les nommer? Je suis curieux. Oui. Tu as fallow deer. Je m'excuse, ça va être en anglais. Fallow deer, oui. Fallow deer. Ça, c'est ceux avec les panaches qui ont comme des genres de grandes palettes par arrière. Oui. Ils sont beaux, ceux-là. Les red stag, ils sont super beaux. Avec des points, ils ont des petits points blancs, eux autres, sur leur corps. Okay. Ils ont red stag, ils ont des... chevreuil rouge, je ne sais pas si ça se traduit de même. Mais... Red Stag, ceux qui sont allumés, là, le panache du signe de Québec Hunter, c'est un panache de Red Stag. Oui. Puis je le sais très bien, mais je le trouvais tellement beau que j'ai pris lui pareil. C'est des beaux chevreuils. C'est vraiment des beaux chevreuils. Ouais, hein? Ça ressemble un peu à un elk. Wapiti. Ça crie un peu pareil. C'est vraiment le fun à chasser. C'est très dynamique comme chasse. Ils sont un peu plus petits que les wapitis, par contre. Après ça, tu as Axis Deer. Ça, c'est les picotés blancs. C'est le picoté blanc aussi, oui. OK. Avec ils sont comme 4 pointes, mais ils ont des longues pointes plus droites là, vers en arrière. Puis c'est-tu format chevreuil serre du Québec, ça, mettons? Ou, C'est un peu plus petit. Je pense que les gros mâles sont plus petits, oui. Okay. Il y en a des assez gros, mais je pense que c'est un peu plus petit qu'un chevreuil québécois. Okay. Ça, on est rendu à 3. 4e, tu as Russa. C'est un chevreuil asiatique, ouais. Ben, Axis, Russa, Sambar, ça c'est le 5e. Ouais. C'est des chevreuils qui ont été amenés d'Asie. Okay. Sambar, c'est plus gros que. C'est le 2e plus gros chevreuil après le cerf rouge. Le cerf rouge, oui. Okay. Ça, c'est extrêmement difficile à chasser. Des chasseurs, dans leur vie, qui vont chasser genre 5 ans, puis ils n'en verront même pas un parce qu'ils sont vraiment discrets, ils ne font pas de son.
sont difficiles à appeler. Même s'ils sont vraiment gros, ils ne bougent vraiment pas. Fait que tu peux marcher dans le bois, puis ça m'est arrivé quand je suis allé chasser. Tu peux marcher dans le bois à côté d'un, puis il ne bouge pas. Puis toi non plus, tu ne le vois pas parce que la forêt est dense. Puis le moment donné, il fait PAP! Il crie après parce qu'il n'est pas sûr. Puis là, tu sursautes, tu essaies de ne pas bouger. Là, tu ne le vois pas, tu ne sais pas il est où. Puis le moment donné, il fait comme PAP! Là, aussitôt que tu fais un saut, là, il sait que tu es un humain, puis là, il part, il saute. Mais tu ne sais pas il est où pendant ce temps-là, lui. Fait que sont vraiment durs. J'ai pas réussi à en avoir un, mais j'en ai vu plusieurs. Moi, je suis allé, pour te donner une idée, je voulais juste en voir un. Je dis, si j'en vois un, je vais être bien content. Ouais. C'était mon approche là, pour y aller. Fait que j'ai été bien chanceux. À l'arc aussi, là, c'est pas. Ouais, ça, je t'ai pas dit, tu avais le défi de l'arc en plus. Là, c'est pas aller facile. Là. Ouais. Puis les montagnes, c'est pas facile non plus. Ils vivent dans les montagnes. C'est très dense, mais le paysage est tellement beau. C'est une autre aventure. Puis le dernier qu'ils ont en Australie, qui est l'exception à ce que j'ai dit précédemment, c'est le hog deer. Fait que c'est un petit chevreuil avec des un petit panache. Mais ceux-là sont... je pense que c'est juste dans l'État de Victoria. OK. Et puis ceux-là, tu as besoin d'un tag pour chasser, à moins que tu aies une propriété toi-même. Ça change, mais je ne suis pas à 100% pour les locaux. Qu'est-ce qui fait que celui-là a besoin d'un tag comparé aux autres? Il y en a moins? Il y en a moins, fait qu'il essaie de préserver l'espèce. Mais c'est la seule espèce en Australie que tu as besoin d'un tag. Je pense qu'il y a peut-être quelques petites autres exceptions. Si dépendant des régions, s'il y a une île ou quelque chose du genre, là, ça change peut-être. OK. Côté faune, côté faune, est-ce qu'il y aurait des animaux qui peuvent mettre des fois vos chasses un peu en danger? Y a-t-il certaines sortes d'animaux qu'il faut vraiment, même dans le cadre de certaines chasses, que tu dois quand même toujours être alerte à ceux-là parce qu'ils pourraient mettre as-tu des animaux agressifs? Il n'y a pas de prédateurs en Australie, ce qui cause la surpopulation de tous les animaux. Est-ce que les dingos peuvent chasser ces cerfs-là? Ça, c'est les espèces de chiens sauvages? Oui. OK, mais pas assez pour dire que... Non, il n'y en a pas assez. Parce qu'il essaie aussi de réduire... c'est plus petit, hein. C'est vraiment comme un chien. Ah ouais, OK. J'en ai pogné un, j'en ai un dans mes photos d'Instagram. Quand même. Ça, c'est vraiment difficile à pogner un chien sauvage là, ou un dingo. Des fois, c'est mixte. Des fois, les dingos sont vraiment comme... c'est un chien jaune, si on veut, assez maigre. C'est beaucoup dans le nord d'Australie, mais plus que tu t'en vas vers, mettons, le sud-est de l'Australie, les dingos sont comme accouplés avec d'autres chiens. Fait que là, leur couleur change, sont un peu plus bâtis. Ils ont plus de nourriture aussi. Fait que le dingo change un peu des fois. Mais je m'imagine, là, mettons, je pars avec un arc, là, puis je m'en vais au loup au Québec. Là. C'est un solide projet. Là. Fait que, t'as besoin d'avoir une couple de semaines de vacances. Puis une blonde compréhensive. Ça, je l'ai, moi. Moi, je l'ai, moi. Oui, je voulais des enfants. C'est un loup ou des enfants? Tu peux pas avoir les deux. Non, clairement. Mais écoute, ça va être les boys. Hein? C'est ça. OK, pas de prédateur. Il n'y a pas vraiment de prédateur là, pour le chasseur. Il n'y a pas de prédateur, mais je pense que les 40 espèces les plus meurtrières d'insectes et serpents sont en Australie. Donc, OK. C'est pas des prédateurs, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu marches des fois. Là. OK. Fait que là, ça prend-tu des les Anglais appellent ça des chaps, ouais. Ben ouais, des boîtes à serpents, là. Non, tu peux avoir... moi, j'en ai mis quand j'étais sur la côte Est. C'est comme des gates, I guess, ou gates, je ne sais pas en français. C'est comme juste un matériel que tu wrappes autour de tes mollets. En français, c'est une guide, je pense. Gate. Ouais, je pense. Oui. Puis là, celle-là va être anti-serpent, genre, puis piqûre de scorpion. Ouais, c'est assez, là. Ouais, n'importe quoi que tu peux acheter dans un truc de plein air, là, c'est assez pour les serpents, là. Il n'y a pas de... Ah, OK. Pas rien de spécial. Ils ne devraient pas passer à travers, là, non. J'avais toujours des bottes de toute façon. Mais pour le nombre de journées que j'ai passées dans le bois, je m'attendais à en avoir vraiment plus que ça. J'ai pas vu grand-chose. Je suis déçu, pas déçu, mais déçu de ne pas avoir vu tant d'affaires que ça. Ouais, je comprends. Je me suis réveillé une couple de fois avec des araignées où je ne voulais pas qu'ils soient. Ils sont assez impressionnantes, la grosseur de ta main. Mais ils ne sont même pas venimeuses. Mais oui.
Fait que tu fais comme, ah, c'était peurant, c'est dégueulasse, mais en même temps, c'est pas si stressant. Le pire, c'est les plus petites araignées, tu sais. Mais en Australie, les autres, ils me demandaient tout, genre, hey, les ours noirs, ça doit être malade. C'était pas... Puis tu fais comme, ben non, pas vraiment, non, on s'en fout. Si tu croises un ours dans le bois, ça se peut qu'il court plus vite que toi. Ben, ils ont plus peur de nous autres que l'inverse, Ben, tu sais. J'étais comme même les grizzlies, là, tu sais, où tu as ton pepper spray, mais ça n'empêche pas personne d'aller faire des hikes là, à Banff puis dans les parcs nationaux dans l'Ouest, tu sais. Écoute, les grosses émissions de chasse là, qui sont capables d'aller chasser partout, là, puis qui vont tout le temps dans ces territoires où il y a du grizzly puis tout, font un gros show avec ça, que les grizzlies sont dangereux, puis on a vu un de proche, mais je ne suis pas certain à quel point c'est pas de la bonne télévision, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a une légende un peu là-dessus. Je ne serais pas le premier à courir vers un grizzly, là, je vais m'en aller, mais je sais que c'est dangereux, mais je ne sais pas s'il y a une petite... Le pourcentage de personnes qui se fait attaquer par un grizzly n'est pas si impressionnant que ça, là, pour le nombre de personnes qui sont dans le bois. Là, ouais. Je peux comprendre, mettons, tu t'en vas à le genre de trip que j'aimerais faire un jour en Alaska, là, juste en tente. Ouais. Là peut-être que Kodiak Island, des places de même, là, tu courir après le trouble, là, mais je veux dire, en général... Ouais, tu ne couches pas à côté de ta bouffe, là, tu sais, mais... Même au Québec, là, moi, j'avais fait de réveiller avec un ours qui fouillait dans mon sac à dos, là, puis j'avais la face de l'ours dans ma tente. C'était pas super bon feeling, là, tu sais. Non. Fait que, tu sais, c'est pas si épeurant, mais des fois, il faut juste pas à bonne place au bon moment. C'est ça. Fais-nous un rapport sur les kangourous. On peut pas effleurer ce pays-là sans parler de kangourous. Parce que là, j'étais allé avant toi et je le savais. Là, on a des légendes urbaines ici, là, au Québec, là, comme quoi il y aurait une surpopulation, puis qu'il y a de l'abattage intensif, puis je me dis, on a le gars qui a le pied dans la place. Fais-nous un rapport sur le kangourou. Je pense, je l'ai checké avant, parce que je savais que la question allait être là. Je pense qu'il y a genre proche de 36 millions de kangourous en Australie. Il y a plus de kangourous que de monde en Australie. OK. Qu'est-ce que ça goûte? Ben, il en vend à l'épicerie. Oh ouais? Ouais, tu peux en avoir à l'épicerie. C'est pas prisé, là. Il n'y a pas une grosse tablette de kangourous. Il y a une coupe de paquets, là. Mais il y en a qui sont en élevage, que tu peux vraiment en acheter à l'épicerie si tu veux. C'est plus tough comme goût. C'est pas pour tout le monde, je dirais. C'est facile à trop cuire. Fait qu'il faut que tu fasses attention comment tu l'apprêtes. Mais moi, j'ai aimé ça. Les fois que j'en ai mangé, c'était bien bon. J'en ai acheté à l'épicerie, là, tu sais, puis c'était bien correct avec ça. Comme je disais tantôt, la chasse, pour tout ce qui est animaux natifs à l'Australie, c'est pas nécessairement... C'est pas illégal, mais c'est pas nécessairement prisé non plus. Donc, ce que ça veut dire, ça dépend de la province où ce que tu es, puis ça dépend dans quel contexte. Donc, si tu t'en vas dans un parc national puis tu tires un kangourou, ça se peut que tu sois dans le trouble. Mais ça, c'est comme partout dans le monde, j'ai l'impression. Les parcs nationaux, c'est pas en place pour cabocher. Ben non, mais en Australie, tu peux aller dans les parcs nationaux puis chasser. Mais ça dépend encore là. Ça dépend. Comme en Australie de l'Ouest, tu ne peux pas chasser sur les terres de la couronne. Tu peux juste chasser sur les terrains privés. Mais dans les autres provinces ou États, tu peux chasser un peu partout. Il n'y a pas de trouble. Puis, fait que c'est ça. Fait que si tu es sur une ferme puis ils ont des problèmes de kangourous, ben, ça revient aux mêmes choses. Si tu achètes d'élever des vaches ou des chèvres ou des moutons, peu importe, mais tu as 100 kangourous qui viennent manger ton gazon tous les matins, ben, ça se peut que tes chèvres ou tes animaux soient maigres un peu. Faut que tu en élimines une couple. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec ça. Ils ont aussi des compagnies où le gouvernement font des abattages contrôlés. Là. S'il y a des endroits. Ils font ça avec tous les animaux, en fait. Là. Comment c'est perçu là-bas, Nick? Parce que je vais te donner un exemple. Là. Je nous projette. Je m'en viendrais t'en joindre en Australie. Je prélèverais un kangourou. Je mettrais une photo de mon kangourou au Québec. Je me fais laver. Là. On s'entend. Là. Je me ferais laver. Là. La photo avec ton chevreuil, je ferais ça avec un kangourou. Comment est-ce que c'est vu en Australie? Différentes cultures, c'est-tu mal vu aussi ou c'est-tu, tu sais? Je pense pas que c'est populaire.
Mais j'ai jamais posté de photos de kangourou, fait que je sais pas les répercussions que ça peut avoir, mais... Teste-le pas. Ouais, ben c'est ça, mais pour être honnête, c'est une bonne question. Je pense pas que ça serait super bien vu, mais vu qu'ils vivent avec eux, tu sais, les autres, là, ils n'ont pas des chevreuils morts sur le bord de la route, là, ils n'ont pas des pancartes avec un chevreuil qui saute, c'est des kangourous qui sautent, puis t'as des traits... knock on wood, là, j'ai pas frappé de kangourou, j'ai conduit la... C'est genre, en Australie, tu conduis pas la nuit. C'est pas recommandé parce qu'il y a trop de kangourous. C'est comme dangereux, là, tu sais. Ouais, c'est un char, c'est pas une bonne idée de conduire la nuit, là, parce que ça se peut que il y a des très grosses chances que tu frappes un kangourou, puis c'est dangereux. Donc, est-ce que tu as vraiment chassé un kangourou? Ouais. OK. À l'arc? Non, pas à l'arc. Ah, c'était à carabine. Ouais. Puis, c'était dans le cas, c'était sur une ferme qu'il y avait des problèmes de kangourous. OK. Puis ça, tu chasses ça comment? À l'affût, la chasse fine? Est-ce que les deux se font? Les kangourous sont assez curieux. Sont pas très... ils se sauvent pas très rapidement, donc c'est assez facile d'approcher. OK. Par contre, ouais, c'est ça, c'est comme un peu... je te dirais que l'Australie aussi, il n'y a pas de règlement nécessairement, fait qu'ils font beaucoup de chasse là, au spotlight la nuit. C'est comme... c'est légal! C'est le bordel là-bas. OK. Ouais. Wow! Ouais. Puis en fait, c'est quasiment une méthode prisée. Parce que on s'entend. Pour nous, les Québécois, que c'est illégal. Ouais. On se le cachera pas, là. C'est quelque chose que, vu que c'est illégal, que personne n'a jamais fait, c'est quelque chose que une grande génération, une grande normalité des chasseurs voudraient le découvrir, parce que mais là, nous, non, on n'a pas le droit, mais tout le monde aurait cette curiosité-là quand même de l'essayer. Moi, je suis pas gêné de le dire, dans le cadre que ça serait une chasse légale, la nuit, sécuritairement parlant, je le ferais, là, je l'essayerais, ce style-là, ça serait pas, mais là, c'est cool de savoir que là-bas, ils ont feu vert, là, quand même. Ça, je trouve ça cool. Parce que, comme je disais aussi, il y a beaucoup de groupes de chasse où ils ont beaucoup de. Pour contrôler les espèces, là, dépendant de c'est quoi, puis encore là, ça dépend des secteurs. Ils n'ont comme pas le choix parce qu'il y a trop d'animaux. Si tu attends que le matin se lève, là, s'il y en a juste 5 qui arrivent le matin, ça va peut-être être long de contrôler. Fait qu'ils font beaucoup de. Même ceux qui sont accrédités, ils font beaucoup de chasse en hélicoptère aussi, avec les thermales pour anéantir, entre guillemets, là, les populations. Un peu comme ils font là, au Texas avec les sangliers. Là. Exact. Un peu comme ça. C'est un peu dommage. Je ne suis pas vraiment pour ça, là, parce que je trouve que c'est une perte un peu de ressources. Là. Ouais, c'est ça. Confirmé. Mais tu sais, en même temps, je me mets dans la peau du fermier qui se fait manger la moitié de son champ. Ouais. Ils les aiment pas, là. C'est la moitié de son salaire qui est parti, là. C'est pas juste mes pauvres maïs sont partis, là. Il faut qu'il nourrisse sa famille, lui-là. Ouais. Il faut le dire. Il nourrit la famille, puis tout le monde, là. Comme je disais, l'étagère de kangourou à l'épicerie, là, n'est pas super grande, là. Ah ouais. Mais c'est quoi qu'il vend? C'est du bœuf, là. Fait que lui, ton choix, il est là. Si tu veux pas tuer les kangourous, ben, soit tu manges plus de kangourous ou tu vas manger. Tu sais, faut que tu fasses une décision quelque part. Là. Ouais. Fait que. Ouais, puis le but ultime, c'est de maintenir un cheptel en santé, veux pas, là, parce que ça, après ça, l'histoire mondiale, peu importe l'animal, surpopulation rime avec éventuellement une maladie puis une mise à sac du troupeau, là, ça, c'est sûr. Exact. Puis entre-temps, c'est la dégradation de l'habitat parce que tu as une surpopulation, puis c'est mauvais pour tout, il n'y a rien de... Puis en Australie, côté kangourou, si je me souviens bien, il y a plus de kangourous aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu en Australie. Donc, quand il n'y avait pas un humain en Australie, il y avait des humains, là, il y avait quand même les aborigènes. Ouais. Mais avec l'agriculture, il y a eu plus d'accès à l'eau et de nourriture. Ouais. Donc, c'est plus favorable aux kangourous de se reproduire. Là. Donc, ça va très rapidement. Puis, ils peuvent avoir deux. Je pense qu'il y a comme une affaire avec les kangourous. Les femelles peuvent avoir 2 bébés en même temps. Fait qu'ils peuvent avoir un kangourou dans la pouch, dans leur petite poche. Ouais. Puis ils peuvent en avoir un en gestation. Puis si la nourriture diminue, ils peuvent ralentir ou accélérer leur gestation. C'est bien fait pour eux autres, mais pour la croissance de la population, c'est ordinaire. Ça va rapidement. Mais l'agriculture, comme du 20e siècle, a profité à plein d'espèces d'animaux. Là. Exact. Ouais. On n'a pas besoin d'aller loin. Là. Les dindons qui ont été réintroduits au Québec, ils ont un garde-manger infini. Là. Ouais. Puis, tu sais, Marcello, tu sais, les oies blanches,
qui ont accès aux chanderies dans le milieu des États-Unis. Ils ont un pit stop pour refueler qui est absolument magique. Où avant, il y avait peut-être moins de culture à grande échelle dans le milieu des États-Unis. Puis là, quand ils remontaient ici, c'était le temps de manger, ils s'arrêtaient plus longtemps. Ils arrêtent moins longtemps. Là, ils sont capables de... Ils ont changé leur façon de migrer. Ou dans le cas de Loi Blanche, oui, ça a changé leur façon de migrer, la migration. Ouais. Exact. Simon, j'ai une question. Celle-là est à toi, Simon. C'est rare, là. Dans un avenir, mettons, dans un monde imaginaire, on se retrouverait en Australie. Prélèverais-tu un kangourou? Absolument. Moi aussi. Puis, c'est quoi? Peut-être 2. Parce que même si la viande est raide, là, je te ferais des montagnes de saucisses. Là. Ça s'en va tout dans le fumoir. Ça serait fantastique. Moi aussi, je comprends. C'est une bête. J'aurais plus de plaisir à la regarder. Tu as raison. Tu veux dire, là, les voir, puis voir ce que Nick voit au quotidien, pour vrai, ça doit être malade. Là. Je l'envie. Ben, ça me ferait pas plaisir, mais oui, j'aurais la curiosité. J'aurais la curiosité d'en prélever un, moi, sans problème. Ah oui. L'affaire avec les kangourous, c'est j'ai adoré les observer, d'être vraiment proche. C'est comme un feeling que pour un Québécois, tu ne tannes pas vraiment. Là. Ouais. Mais quand tu es en train de stalker un buck, ça fait 5 jours que tu es dans le bois, puis là, que tu t'approches, puis là, à un moment donné, il y a un kangourou qui te voit, puis qui te jump, puis là, que ton chevreuil est parti. Ça t'arrive 5 fois par jour. Ah, parce qu'il y en a partout des kangourous. Il y en a partout, là. C'est pas juste de stalker ton chevreuil, là. Ou tu stalkes tous les kangourous qu'il y a dans la forêt. Là. Il y a des paires de yeux partout. Hein, il l'a dit, Simon, tantôt, il y a plus de kangourous que d'humains. Fait qu'imagine, c'est comme, tu sais, nous, au chevreuil, dans nos petits bois du Québec, on est une armée, puis là, tu croises un dossard, t'es comme, mon reste chez vous. Là-bas, c'est des kangourous, là, tu crois, pas d'autres chasseurs que tu vois, là, c'est des kangourous. Incroyable, hein? Comment que la boule, man, il y a tellement de styles de chasse et d'histoires différentes à d'autres mœurs, c'est fou. Ouais. Fait que ça, c'est la frustration des kangourous. Ouais. Écoute, chacun ses problèmes. Hein? Les gars, moi, je vais m'ouvrir une bière à votre santé, à Nick. C'est fort. Simon, qu'est-ce que tu bois ce soir? Là, c'est pas une bière, c'est une affaire sans alcool. Encore atypique. C'est comme des drinks prémixés, là. Parce que là, c'est lundi soir, puis je bois pas tant que ça dans la vie. Simon, c'est quand même drôle. Check bien ça, comment c'est mêlant. C'est lundi soir, au moment d'enregistrer ça. On est tôt dans le matin. Très, très tôt. On est aux petites heures du matin pour Nick. Et le podcast va vous être diffusé un dimanche matin. Oui. Fait que c'est quand même drôle. On a les trois. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça compte. Moi, je sais pas c'est quoi. C'est quelqu'un qui m'a amené ça l'autre fois. Je pense que c'est une microbrasserie. Je sais pas trop où. Mais Session à pied. Mais je vais te joindre, Simon. Mais moi, il y a de l'alcool dedans, par exemple. Oui. Écoute, j'étais tranquille, là. Décris-nous un peu cette bière-là, Simon. Pardon? Décris-nous donc ça, cette petite bière-là. Je pense que je t'ai coupé la parole au moment que tu allais décrire. Ah, la mienne, là? Oui. Moi, c'est atypique. C'est des drinks sans alcool. OK. Puis, ils sont bons, là. Tu sais, dans la vie, je suis plus whisky, bourbon, puis ces affaires-là, puis une bière une fois de temps en temps. Là. Mais ça, là, quand tu as le goût de boire quelque chose de bon, là, celui-là, il est à l'Amaretto. Pas la première fois que je le bois en ondes, là, il est vraiment super bon. Ça fait changement, puis je trouve ça, on va dire, là, atypique. Là, ils sont rendus avec ça dans les épiceries, il y en a dans les dépanneurs. Vraiment, là, je trouve ça le fun. Là. Tu sais, mettons, mon frère ne boit pas d'alcool. Fait qu'il boit des affaires de même, puis ça fait. Il peut prendre un verre au lieu de prendre un Pepsi. C'est pas tout le monde qui triple le cœur non plus. Là. Ça fait juste changement. C'est cher. C'est cher. Nice. Nico, je voulais aller ailleurs. Au-delà de l'Australie, as-tu touché un peu à d'autres pays pour question chasse? Ouais, j'ai chassé en Afrique. OK. Je sais pas si ça peut être une discussion pour un autre podcast, mais ouais, j'étais en Afrique pour un voyage de 10 jours. Ben, sans tomber dedans, disons-là, dans ta carrière de chasseur, là, ou dans ta vie de chasseur, on ne sait jamais comment appeler ça, une carrière ou une vie de chasseur, dans ton sport de chasseur. Tu as voyagé pas mal, là. Ouais, j'ai voyagé quand même pas mal. Là, mon prochain check in the box, c'est je vais essayer de retourner en Afrique. J'ai une couple de projets là, qui ne sont pas vraiment donnés. Fait que ça me prend du temps puis ça me prend un petit peu un bon budget pour accomplir mes check in the box. Je garde ça en secret, là, mais correct. C'est pas un sujet populaire non plus, celui-là. Fait que je vais garder pour plus tard.
Mais, hey, c'est quoi? Je pense que j'ai une idée de c'est quoi. Ah ouais? On s'en reparlera hors d'onde. Ouais, c'est ça. Mais l'Afrique, là, on va le garder pour un autre podcast parce que je pense qu'il y en a aussi long. Oui, on pourrait repartir là-dessus, oui. Parce que déjà, moi, j'avais déjà une première question à propos de ces arcs, l'Afrique. Ben, c'est correct, on va se mettre un break là-dessus. Là. Ben, tu vois, moi, je voulais parler de ça parce que là, toi, tu chasses uniquement ou presque exclusivement à l'arc. Pas tout le temps, mais en grande majorité. C'est ça que tu préfères. Oui. Il y a une grande variété de gibier en Australie. T'sais, des plus petits, des plus gros. Puis là, si tu dis qu'il y en a qui sont du format du wapiti, on n'est pas loin du format de l'orignal. J'étais curieux de savoir, c'est quoi ton setup d'arc puis de flèche pour ça? Pour tout ce qui est chevreuil, Ouais. j'ai un peu tombé dedans aussi. Là. La seule affaire que j'écoute sur YouTube, c'est des affaires de chasse. Puis sur Spotify, c'est tout des affaires de chasse quasiment. Fait que j'ai fait bien mes propres essais au fil du temps, puis t'en prends, puis t'en laisses de tout le monde. Là. Fait que c'est comme un petit peu un sujet sans fin là, pour ce qui est des flèches. Arc. Mais arc, moi, j'ai une prime. J'ai 3 arcs dans le fond. Là. Ça, c'est ma prime. Ça, c'est 80 livres. C'est Prime Nexus. OK. Ça, c'est 80 livres. 82 livres, je pense. OK. Puis mes flèches, je suis tombé dedans quand j'étais petit, là, I guess. J'en ai comme de tous les formats, de toutes les grosseurs, de toutes les pesanteurs. Les pointes de flèche, c'est la même chose. J'ai un peu de tout. Ce que je dis à tout le monde, c'est si tu es entre 420 et 550 grains, là, ça tue pas mal tout ce que c'est la planète. Là. Ouais. Et ça inclut Wildebeest en Afrique. Là. Fait que toi, t'es plus un gars de flèche pesant. Je suis pas mal. J'étais allé dans pré-pesant quand j'étais allé avant. Ça, c'est un autre sujet que vous allez sûrement aimer. Là. J'ai fait chasse au Water Buffalo en Australie. Ouais. À l'arc? À l'arc, oui. Seigneur. Fait que tu parles d'espèces dangereuses à checker, ça en est un. Si tu enlèves les requins et les crocodiles, Water Buffalo ne sont pas gentils, ben. Simon, j'avais bien choisi mes mots en entrée de podcast. Il l'a échappé, lui. C'est solide. Ouais. Puis, fait que pour ça, j'avais des flèches beaucoup plus pesantes. OK. J'ai essayé 800 grains. J'ai essayé 800 grains puis 700 quelques grains pour les flèches. Les deux ont très bien fonctionné, mais si tu regardes des fois les vidéos sur YouTube, là, il y a des femmes qui vont chasser avec une arc de 40 livres en Afrique puis ils tuent un buffalo, là, pas de problème. Il faut juste être proche. Ou tes chances que ça aille mal sont un petit peu plus accentuées. Mais j'ai vu vraiment une différence de pénétration avec une flèche plus légère contre un buffalo. Ça, c'est certain. Ouais. Ça fait vraiment une différence. Puis à quel point ta pointe de flèche est aiguisée aussi, ça joue, là. Parce que là, tu ne vas pas tirer un buffalo avec une pointe mécanique, là. Mécanique, ouais. Ouais, là, tu es plus dans dans du fer ou quelque chose de même là, qui a été chauffé, puis les plus pesantes un peu, là. Ouais. Je peux te montrer ce que j'ai ici. Les plus populaires que j'avais là-bas, j'en ai 3 modèles. Ça, c'est une compagnie australienne. Ça va être utilisé. On voit qu'elle est servie il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est Cayuga. Ça s'appelle, pour ceux qui écoutent, ça s'appelle Kayuga. C'est une compagnie australienne. Les gars qui font ça, c'est si on pense qu'on est des mordus de la chasse, là, on n'a rien à voir. Là. Les gars, ils vivent dans le bois puis dans le outback à l'année longue. Et ça tue des centaines d'animaux. Beaucoup de cochons sauvages. En Australie, énormément de cochons sauvages, un problème. Ça, c'est à l'année, fait qu'il n'y a pas de manque de pratique. Là. Fait que, ça a été développé spécifiquement par les gars pour chasser. Mais c'est une pointe de flèche qui est extrêmement bien faite. En as-tu prélevé personnellement, Nick? Pardon? Est-ce que tu en as prélevé le sanglier sauvage? Ouais, j'ai juste un. OK. C'était pas mon. Je l'ai prélevé une fois, puis ça a été une chance. Je marchais dans le bois, j'étais à la chasse pour le chevreuil, puis il y en a un qui est arrivé. Parce que l'affaire avec le sanglier sauvage, c'est que la viande n'est pas extrêmement bonne.
Donc, c'est comme, ça me dérange pas s'il y a un problème d'espèce, mais en même temps, si tu n'es pas pour récolter la viande, je trouvais que... c'est pas bon, c'est pas bon. Ça m'intéressait un peu moins, tu sais. C'est quand même bon, mais il y a juste certaines parties où tu peux la mélanger avec des saucisses ou faire une recette. Des fois, si tu es dans un voyage une couple de jours, mais c'est pas vraiment quelque chose que tu gardes dans ton cooler pour 2 jours. Tu vas faire sur le feu le soir, là. Ouais, c'est ça, c'est pas le best. Moi, c'est pas... je l'ai fait une fois, là, tu sais. J'ai pogné un cochon sauvage, je vais faire un petit barbecue à soir, puis c'est pas super bon. Je déçu un peu. La protéine était là, mais c'est ça. C'est pour ça que j'étais pas super accentué là-dessus. Non, je comprends. Dans mon coin où j'étais, il n'y en avait pas énormément non plus, donc ça n'a pas donné là-dessus. Disons le même côté équipement. Mettons, d'un côté vêtements. Est-ce qu'on est un peu comme au Canada? On retrouve-tu, mettons, Browning, Sitka, Realtree? Ou bien non, on est vraiment ailleurs dans d'autres compagnies? Vraiment ailleurs. Pour ce qui est d'armes à feu, c'est très américain. Ils ont une couple de compagnies australiennes. Pour ce qui est de vêtements, ils ont une compagnie qui est vraiment populaire, que j'oublie le nom, c'est une compagnie australienne pour le côté camo. Et en Australie, quand il fait 40, les gars, ça chasse en short puis en t-shirt, des fois. Ouais. Mais comme je disais tantôt, si tu ne chasses pas à l'arc nécessairement, si tu es dans une boîte de pick-up avec une spotlight, tu n'as pas vraiment besoin de camo, là, tu sais. Fait que t'as deux versions de chasseurs. T'as le gars qui fait juste se promener en char, qui sort même à peine de son char pour tirer un animal. Puis t'as le gars qui est full-on avec son arc et ses flèches qui est dans le bois, là. Hey, là, tu viens de piquer ma curiosité. Côté législature, vous seriez dans votre droit de faire feu d'un véhicule? Ben là, quoi, demande-moi pas trop c'est quoi le règlement dans le hardback à l'autre bout du monde, là, je sais pas trop. Mais je dirais que c'est pas mal ça que ça se passe. Ah ouais, quand même, hein? C'est différent, c'est fou comment c'est différent. Là, tu n'es pas dans un parc national, tu es dans une ferme de quelqu'un, tu es chez vous, là. Fait que, ouais, c'est ça, là. tu peux faire ce que tu veux un peu dans ton backyard. C'était 1 million d'acres, là, puis tu es en fin fond du hard-back, là. Tu es tout seul chez vous, là. Il n'y a pas trop stressant, tu sais. Ouais. Allez, moi, mais c'est quelque chose, tous les Australiens font ça, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est le même. Hey, on prend une bière autour du feu à soir, puis là, OK, on va dans le truck, puis on s'en va en truck. Puis là, whatever, qu'est-ce qui arrive, il arrive. Là, puis il manges-tu? Oui. Sure. Il y en a que non, il y en a que oui, ça dépend. C'est le gars qui vit sur sa ferme, qui fait ça tous les jours, là, ça se peut que son frigidaire est plein, là, tu sais. Oui, une famille de 4, ça mange tant de viande, puis à un moment donné... C'est ça. OK. Je voulais qu'on revienne, là. Tu disais, tu as parlé des 6 espèces de cerfs qui sont toutes importées d'ailleurs. Pourquoi ces espèces-là ont été importées? As-tu un peu d'histoire là-dessus? Ça... Parce que là, clairement, c'était une erreur parce que c'est devenu comme une surpopulation et un problème pour la faune locale, là. C'est pas vraiment une erreur. C'est un peu comme les cochons aux États-Unis ou c'est un peu comme un peu partout. C'est lors de la colonisation. C'est là que les premiers explorateurs ont importé des animaux pour laisser lousse pour avoir du gibier à manger. Parce qu'en Australie, s'il y avait juste des kangourous, à un moment donné, après une coupe de kangourous, c'est comme, c'est pas super bon. Le prochain bateau qui vient, dis donc qu'il amène une coupe de chevreuil, là, parce que ouais. L'année de manger ça, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils ont amené les chevreuils en Australie. Je ne suis pas sûr de tous les chevreuils. Il y a des chevreuils qui ont été donnés, mettons par la reine ou le roi X, là, qui ont dit, on va vous donner des chevreuils pour votre population. Là. Mais ça a été importé pour la chasse, là, dans les années 1900, fait plus. Toutes les chèvres sauvages, ça a été importé pour les cultivateurs, enfin pour la viande ou pour un animal de ferme. Puis avec les années, ils sont sauvés, puis ça, c'est juste effet boule de neige. Okay. Même chose pour tout ce qui est buffalo. Ça a été amené pour la peau, par exemple, puis pour la viande au début des années, je pense que c'était 1800. Puis avec le temps, la demande a diminué, puis les animaux se sont fait lâcher lousse. Puis c'est devenu une peste un peu partout. Les chameaux ont été importés pour traverser l'Australie, puis aider à coloniser, puis explorer l'Australie. Mais avec l'industrialisation,
ils n'ont plus besoin des chameaux, fait qu'ils ont laissé lousse. Mais les chameaux, dans le désert, c'est pas mal leur élément. Fait qu'ils sont devenus un peu fous. Ils ont un gros problème de chameaux. Comment on chasse un chameau, mettons? Chameau, ça... Parce que chameau, c'est pas sédentaire. Ça se promène tout le temps. Oui. Il n'y a pas d'arbres à se cacher, là. Il y a quand même des arbres. Arbres. Ça dépend. C'est pas si désertique, le sable et dunes. Il y a des endroits qui sont un peu comme ça, mais il y a beaucoup de petits buissons, arbres qui sont secs. Il y en a. Puis les chameaux, ils se promènent. Ils font vraiment des gros cercles autour d'un certain territoire. Okay. Ça marche énormément. Donc, tu ne marches pas après un chameau. C'est soit en hélicoptère, c'est soit spoté d'un avion, ou en auto. Ben, en auto, évidemment. Je n'avais pas d'hélicoptère. Je l'ai fait en avion pour essayer de spotter dans la ferme où je suis allé chasser ça. Donc, c'est ça, c'est de trouver les chameaux, puis après ça, de faire une approche en véhicule, à pied ou full outback là, directement du véhicule. Beaucoup de chameaux, ils vont se promener, puis ils ne reviendront pas nécessairement. Ils vont revenir à la même place l'année d'après. De la façon qu'ils ont de la misère, fait que souvent, puis les chameaux, souvent, ils n'auront jamais vu personne. Fait qu'ils sont très curieux. Je ne sais pas s'ils sont curieux, mais ils sont comme niaiseux un peu. Ils font juste se tenir là sur le bord de la rue, puis ils te regardent, puis ils ne sauvent pas. Là, ils ne savent pas que tu es un prédateur. Là, que tu peux ils connaissent moins le danger, ils connaissent moins le danger. Exact. C'est comme un peu niaiseux à chasser le chameau un peu. Là. À l'arc, c'est une autre histoire. Là. C'est un peu plus difficile parce qu'ils te voient arriver de loin. Mais en auto, souvent, ou même à pied, là, ils vont juste te regarder et font comme. Ils ne savent pas trop t'es quoi, là, tu sais. Okay. Donc, c'est un peu ça. Puis, ce que je m'en allais dire avec leur pattern, si on veut, c'est que si, admettons, il y a un certain groupe qui vient dans une source d'eau, qui est d'une ferme X ou peu importe qui vont aller, puis admettons que sur, mettons, une dizaine de chameaux, t'en tues 9, bien, le survivant, il va savoir cette route-là. Fait qu'apparemment, je ne l'ai pas vu personnellement, mais dans le désert, il y a des grosses autoroutes de chameaux. Tu vois des lignes qui traversent un peu partout. Puis les chameaux, apparemment, réutilisent souvent les mêmes routes. Comme les chameaux plus âgés du groupe vont toujours aller à peu près dans les mêmes chemins parce que c'est leur affaire. Mais les chemins, ça va sur des centaines de kilomètres. Là, OK. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Quand tu l'as chassé, tu étais à l'arc ou tu étais à la carabine? J'ai essayé. Ça a été une aventure. Moi, je suis allé, j'oubliais, je pense que c'est 2000 km de route que j'ai faite pour aller là, en plein milieu de l'Australie. C'était même pas en plein milieu, c'était même pas si loin que ça quand tu regardes sa carte, là, mais c'était pas mal du sable rouge, pas mal. Loin. Ouais. Puis j'avais juste 4 jours, j'avais une longue fin de semaine. Je suis parti là avec un de mes chums. J'avais mon arc, je vais le faire. Puis la ferme où on s'en allait, le gars, il était comme, viens-t'en, il y en a tout le temps. Le gars, il a tiré, parce que lui, c'est juste par rapport à il y a beaucoup de vaches sur sa propriété. Ouais. C'est lui qui avait 1 million d'acres. Puis le nombre de chameaux puis d'espèces invasives qu'il a tuées est comme astronomique. C'est genre 10 000 chameaux, là, tu sais. Ouais, ça coûte cher de balle, lui-là. Ouais. Puis c'est comme, pardon, ça se peut pas. Puis là, quand tu commences à conduire, ça voyait des squelettes partout. C'est comme, ça se peut, là, tu sais. Au début, j'étais comme pas certain. Ouais. C'est comme, ouais, tabarnouche. Puis il nous montrait des photos de la végétation avant qu'il soit propriétaire de la ferme, puis après. Puis c'était le jour puis la nuit, là, c'était désertique sec. Puis quand nous, on est allés, c'était vert partout, puis il y avait de la végétation. Okay. Les chameaux, ils arrivent, puis ils boivent toute l'eau, puis ils mangent toutes les feuilles, puis après ça, ils s'en vont, tu sais. Mais si t'en as 5000 à tous les jours qui rentrent, là. Ouais. La ressource s'épuise vite. Ça va très rapidement. Puis même, je l'ai vu quand on est allé en avion, sa propriété à lui, puis les 2 voisins qui ne font pas de management de chameaux. Ouais. C'était genre 2 fermes vraiment plus secs. Tu voyais vraiment la différence de couleur entre les 3 fermes, là, tu sais. Fait que ça faisait vraiment une différence. Fait qu'en tout cas, longue story short, je suis allé là, c'était 4-5 jours. Conduit pendant une journée non-stop. J'ai dormi, on a fait une autre 5 heures pour se rendre à la ferme. On s'est rendu à la ferme, puis pendant 4 jours,
Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On était en camion, on conduisait. On avait le fermier qui allait faire un tour d'avion pour essayer de trouver des chameaux. Mais si les chameaux ne sont pas là, Ils sont pas là. Ils sont pas là. Fait que ça a été 4 jours de conduite, puis de ne pas dormir, puis de chercher, de tracker. On en a vu la dernière journée. On a essayé de les approcher, mais on n'a pas été capable de les rattraper ou de les trouver. OK. Ça marche assez vite. Fait que je ne sais pas si on s'est fait voir, sentir avant qu'on puisse les spotter, mais ils n'étaient plus où est-ce qu'on les avait vus. Parce que là, imagine, tu es en avion. Là, OK, le fermier dit OK, il y en a un ici, ils sont là, il y en avait 3-4. Retourne l'avion de bord, atterrit à sa maison, pogne le char, mais là, ça fait déjà une demi-heure que le temps que tu reviennes, t'atterris. 40 minutes de char pour se rendre jusque-là. Là, il est rendu où le chameau, tu sais? Fait que, il y en a 4, il n'en avait pas 50. Là. Exact. Fait que ça a été un voyage assez frustrant parce qu'on avait beaucoup d'attentes d'en voir, tu sais, puis d'en voir plein. Mais comme il y en avait la semaine avant, puis il y en a eu la semaine d'après. Ah oui. Cette période-là, il n'y en avait pas. Mais c'est drôle, ça arrive souvent à la chasse, ça. Ça arrive tout le temps à la chasse. Mais quand on est sorti de la programme, on a tout pacté nos affaires, on était déçus, la tête, on était comme frustrés un peu de notre voyage, déçus, puis là, tu as comme 20 heures de char qui t'attend pour te retourner chez vous, là, tu sais, fait que c'est un peu moins motivant. Ouais. Fait que, en sortant de la ferme, il y avait un chameau qui était direct dans le champ, en sortant. Fait que j'ai mis les breaks sur le bord de la rue, sorti les guns du char, on s'est mis sur le bord de la route, puis on a tiré un. Wow! Ça, c'est grave. Avant de t'en aller, là, c'était fini. Non, c'est jamais. It's never over till it's over. Exact. C'était fou parce que sur la route, parce que là, on s'entend que ça ferme. On est encore sur sa propriété. Là, sa ferme est en plein milieu de nulle part. Sa maison est comme dans le milieu. Ouais. Et là, t'en as comme t'as 20 km avant de sortir de là. Fait que, en tout cas, j'ai réussi à faire une coupe de stock. J'ai essayé des approches à l'arc, mais sur des groupes de, mettons, une dizaine de chameaux. Et là, les autres sont 15 pieds dans les airs. Là. Ouais. Là, moi, j'ai 20 heures de char à faire. Fait que je faisais ça, je me dépêchais. Là, j'étais en t-shirt puis en short. Puis je me dépêchais dans les buissons à essayer de me rapprocher le plus possible. Puis, j'ai tiré mon arc une couple de fois, mais je n'étais pas confortable. C'était un peu trop loin. Puis, anyway, fait que j'ai pas réussi à l'arc, mais au moins, on en avait pogné un au fusil là, avant. Fait que... Ouais, c'est bon, ça. Puis la viande, c'est extraordinaire, c'est super bon. Tu ne verrais pas la différence. Tu ne saurais pas la différence entre un chameau et du bœuf normal. Ouais. Smart, on prend l'avion. Il y a tellement des contacts. Oui, c'est. Tu retiens pour les contacts, c'est sûr. Nick, je vais aller dans le personnel, moi. Ton gibier préféré? On en a tout un, là. C'est notre bonbon. Galgras et l'orignal. Moi, je suis un gars d'oiseaux migrateurs. Je suis sûr que toi, avec comme nous autres, t'as ton candy, là. Ouais. Ben, chevreuil, c'est vraiment mon espèce. Mon côté look, côté goût. Ben, côté look, mon dernier chevreuil en Australie, ça a été un Russa. OK. C'est malade. Genre, c'est mon chevreuil préféré. Ils sont tellement cool à regarder. Ils ont comme des cornes, on dirait. Moi, je trouve qu'on dirait que ça a l'air d'un petit démon, là, tu sais. Ils ont des grandes cornes, puis ils se promènent tout le temps dans le foin, puis ils roquent leur panache dans le foin. OK. Puis ils ont des assez grosses boules de foin qui se promènent. Fait que des fois, tu vois juste les dos des chevreuils. Puis là, quand tu te promènes en char, ils se lèvent la tête, là, pouf, il y a comme un afro plein de foin dans son panache. Là, c'est juste pour qu'ils... Ouais, c'est ça. C'est pour les mettre, ils font ça pour qu'ils aient l'air plus gros envers les autres. Ouais. Ouais. Puis, il y en avait même un que je n'ai pris des bonnes photos. Il y avait comme un côté qui avait un petit panache, puis un côté qui était normal. Puis, sur son côté qui était petit, qui était déformé, il avait râpé plein de foin. Fait que tu voyais pas. Fait qu'il compensait pour son petit bout. Incroyable, la nature, hein? Ouais, c'était fou. Fait que ça, pour répondre à la question, c'est mon chevreuil préféré. J'ai tellement trippé, ça a été tellement un beau voyage. Ça. C'était mon dernier voyage de chasse en Australie, sur la côte Est. J'étais allé avec, c'était semi-guidé. OK. Fait que j'ai payé pour ça, mais c'était quand même en nature. C'était pas une ferme là, où il y avait des clôtures. C'était une ferme avec des clôtures, mais les chevreuils n'étaient pas pris. Là.
c'est pas un élevage, là, tu sais. Oh, non. Mais, ouais. Fait que ça, sinon, par curiosité, Nick, tu sais, au Québec, là, c'est du à tout coin de rue, t'as ça. Des guides de chevreuil, guides d'orignal, guides de sauvagine, ou des associations. Est-ce qu'on a un peu le même accès comme ça en Australie? Est-ce qu'il y a beaucoup de guides, des outfitters ou peu importe? Oui, il y a beaucoup de outfitters. Je te dirais, je ne sais pas, je vais te parler à travers mon chapeau. Il y en a beaucoup sur la côte Est. OK. Mais la majorité, je pense, est très dans les territoires du Nord. Fait que c'est très peu peuplé. Est-ce qu'il y a plus de gibier là? C'est plus propice au gibier parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vivent là. Les terrains sont énormes. Il y a aussi des terrains qui sont réservés aux aborigènes australiens là-bas. OK. Le gibier le plus populaire dans ces coins-là, c'est water buffalo, puis pas sanglier, là, mais cochon sauvage et chevreuil. Il y a juste 2 chevreuils en majorité qui sont assez en haut, c'est Axis puis Russa, parce qu'ils sont plus adaptés là, aux conditions de chaleur dans ce coin-là. Ou plus jungle, là, si tu vas nord-est d'Australie, c'est plus comme jungle un peu. Okay. C'est là, mais c'est de la grosse argent. Là. Tu peux payer 5-6 000 $ pour un water buffalo. Là. Oh, tabarouette, OK. Pour les outfitting, pour les guides là-bas, là, c'est comme une business. Là. Puis est-ce que tu pourrais aller à la chasse au water buffalo tout seul, sans guide, dans un territoire où tu as le droit? Ouais, moi, c'est ça que j'ai fait. Ça prend juste des bons amis. Tu n'as pas besoin de payer 5-6 000 $, mais il faut que tu connaisses le monde qui t'amène aux bonnes places. Ouais. OK. C'est pas comme au Québec. C'est un monde de contacts. Au Québec, on vit la même affaire, malheureusement. Là. Le gars qui a des contacts, peu importe que ce soit avec des agriculteurs, va avoir accès à des places à giboyeuses. Puis voilà, c'est la même histoire ici, tant qu'à ça. Là. Exact. C'est ça, comme toi avec ce qui est. Service de guide, c'est la même chose. Avec la sauvagine, j'ai accès à certaines partielles, exactement, ouais. Tu as plus de chance, là, tu sais. Si tu payes pour ton pourcentage est plus élevé, là, tu sais. Parce que des fois, c'est difficile, vous savez, là, si tu vas à la chasse, tu commences un nouveau secteur, si tu vas là la semaine avant que la chasse commence, tu vas perdre 3-4 jours à essayer à savoir où est-ce que tu t'en vas, là, tu sais. Fait que moi, j'ai été chanceux d'aller un peu partout, mais j'avais tout le temps une connexion ou quelqu'un qui me disait « Hey, pars de là », ou tu sais, comment ça, fait que moi, je ne partais pas à 0-0. C'est quand même une période d'adaptation, mais ça prend des contacts. Tu peux y aller par toi-même, mais ça va peut-être coûter du cher de gaz pour pas grand-chose. Fait qu'un Québécois qui décide, tu sais, mettons, là, on part demain matin, puis on se pète un trip de chasse en Australie, là. Ouais. On est mieux d'aller avec des pourvoyeurs parce que on n'a pas le réseau de contact, évidemment. Là. Non, oui, ça va pas mal être ça. Si tu n'es pas en Australie ou tu ne connais pas personne là, ça va vraiment être difficile. C'est un peu comme c'est un peu partout. J'ai appris à. Pas mon pitch de vente, là, mais j'ai appris à demander. Je dirais, tu rencontres quelqu'un, tu sais, comment tu viens de là? Hey, tu connais-tu quelqu'un qui chasse? Tu as une place, c'est ici, puis ça. Puis tu sais, c'est pareil un peu partout. Des fois, dépendant si tu t'entends bien avec la personne, la personne va être comme, ah ouais, viens-t'en, mon cousin, il va t'amener là, ou mon oncle, ou whatever, tu sais. Mais des fois, tu sais, la chasse, ça peut être, ah non, c'est mon terrain, c'est mes affaires, puis je partage pas, tu sais. Fait que, malgré le fait qu'il y a trop de gibier, le monde, ils vont quand même se dire si on se le garde, là. Il y a des places qui sont vraiment, c'est le paradis. Fait que tu ne veux pas nécessairement le donner à tout le monde. Puis il y a beaucoup de poaching aussi en Australie. Un peu comme partout, là, on ne se cachera pas. S'il n'y a pas de clôture, tu peux faire ce que tu veux. Là, Fait que des fois, les bons spots sont gardés secrets. Fait qu'ils ne vont pas nécessairement t'amener là. C'est comme moi, où j'ai pogné mon Russa, c'est une grosse ferme, c'était gigantesque. Il fallait que je paye pour y aller, qui n'était pas si cher que ça. Mais c'était exclusif, mais il y avait des centaines et des centaines de gibier partout. Là. C'était fou. Là. C'était comme le paradis du chevreuil. Là. Nick, tu m'as perdu pendant un moment. Tu as dû en perdre une gang. C'est quoi un Russa? C'est un chevreuil. OK. Faudrait voir une photo. C'est dans la gamme des chevreuils. RUSA, oui. OK. OK. C'est dans la gamme des chevreuils. RUSA, oui. 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 RUSA
Fait qu'il fallait que tu payes un peu, ouais. mais c'est le jackpot, là. Jackpot, puis le guide qui est là, ça faisait 10-15 ans qu'il chassait sur ce terrain-là. Donc, il sait où ils vont, il savait où aller, les routes. Fait que tu as un plan en partant. Fait que ça aide. C'était 5 jours. Fait qu'il faut comme que tu perds, tu n'as pas de temps de niaiser. Puis ça revient à combien, mettons, pour ce genre de chasse semi-guidée-là, 5 jours? C'est 3200$. C'est pas si pire. Simon, je te connais quand tu poses une question qui est personnelle. Ah ouais, mais... Je le sais quand tu t'informes pour toi. C'est pas les projets qui manquent, c'est l'argent, Marcello. Le problème avec l'Australie, c'est que c'est pas nécessairement que ça coûte cher des fois d'être là, c'est de rendre puis de revenir. Inquiète-toi pas, Simon, un jour, il va se financer ce podcast-là, on aurait un moyen. Nick, question qui tue. Est-ce que tu t'ennuies un peu encore de la chasse du Québec des fois? Ah oui, ben j'ai été chanceux. Je suis revenu une couple de fois là, au Québec pour chasser. Ben, je m'ennuie. C'est différent. Je te dirais, je m'ennuie. L'Australie, c'est dur à battre. Tu sais? Parce que tu as plus d'opportunités. Tu as tellement. Tu sais, comme j'ai une liste là, de 10 animaux que tu peux aller chasser à l'année longue. Tu sais, c'est pas juste le chevreuil. Là, tu sais, il y a plein d'affaires. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime à date. Ça donne. Exact. De ce qui nous explique. C'est smooth, là, tu sais. C'est bien, ça a l'air bien géré, puis plus smooth. OK, ici, c'est peut-être question de culture, bassin de population, mais tabarnouche qu'on est géré par beaucoup de réglementations, puis c'est correct dans le but d'avoir une sécurité ou un... Mais j'aime ça là-bas, ça a l'air loose, mais tout quand même, tu sais, ça n'a pas l'air être le Far West, là, mais ça a l'air plus loose que nous autres côté législature, j'aime ça. Oui, quand même, mais j'en parle pas, mais il y a quand même des... C'est la même chose qu'un peu partout sur la planète. Là. Il y a des groupes anti-chasse. C'est pas nécessairement populaire partout. Là, Leur côté politique en Australie est social, la démographie sociale un peu, où leur culture est très similaire au Canada. Là. Donc, les animaux morts sur Facebook ou sur Instagram, c'est pas nécessairement super populaire à Sydney. Là. Ouais. Mais ça, c'est un peu partout sur la planète. Là, mais ils ont comme un clash un peu. Des fois, moi, j'étais beaucoup avec du monde qui faisait la même chose que moi. Fait que c'était ça, mon lifestyle, c'est ça mes affaires que j'aimais faire. Fait que je ne voyais pas vraiment l'autre côté, mais il y a vraiment un autre côté, là, un envers de la médaille là-dessus, c'est sûr. Sinon, côté législature, je t'ai dit, j'en avais des questions, hein. T'es curieux quand tu pognes un gars à l'autre bout de la planète. Côté armes à feu, tu sais, nous au Québec, ça nous prend le port d'armes à feu. Par chez vous, ça marche comment? Moi, j'ai pas amené d'armes à feu ici. OK. Non, mais la législature de l'Australie, mettons. Là. C'est plus strict au Canada. Je me suis fait dire que c'était plus strict au Canada, mais c'est géré par province. Donc, chaque province a leur règlement. Des fois, c'est plus lousse que d'autres. C'est pas mal là que mes connaissances s'arrêtent, je te dirais. Je n'ai pas cherché à importer d'armes là-bas. Je ne pouvais pas vraiment en acheter là, pendant mon séjour. Donc, je sais que les gars, ça jasait pas mal, là, que c'était restreint, mais les gars, il y avait des pistolets, il y avait des armes à feu de tous les calibres. Fait que, il y a des restrictions, mais je pense que si tu passes à travers les loupes, tu peux avoir qu'est-ce que tu veux. Là, fait que je pense que c'est peut-être similaire, mais peut-être un petit peu plus contrôlé, dépendant de la province ou de l'État que tu es en Australie. C'est quand même cool, hein, Simon, qu'il fasse vraiment comment je te dirais ça, une législature plus provinciale, disons-le de même, que nous, ça, c'est au Canada, là, coast to coast, puis c'est ça, puis c'est tout. Ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est fait un peu différent, là, autant le territoire que la faune. Tu parlais tantôt que c'est le fun d'avoir moins de réglementation, que tu peux chasser comme tu veux, puis moi aussi, je l'aime, cette idée-là. Là. Oui. C'est en fin de semaine, au mois de juin, que ça m'adonne, puis je vais là parce que c'est là que ça me tente, là, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont l'opportunité de faire ça. Oui, je sais. Au Québec, tu dis go. Ah, oublie ça, c'est terminé. Il n'y a plus de Rigno. Non, il n'y a plus rien, là. Non, mais, tu sais, je veux dire... Peut-être ça m'en amène une bonne question, ça. Ouais. Nick, tu as chassé au Québec? Oui. C'est le bassin de chasseurs. Il y en a de chasseurs au Québec, là. On ne se le cachera pas, là. Ouais. Ça a l'air de quoi en Australie? Je sais pas, mais dans les personnes que moi, je me tenais avec, c'était tous des chasseurs. Fait que c'est dur à dire de comparer, je te dirais.
Ouais. Mais le territoire est tellement... Je sais que sur la côte Est, par exemple, à Victoria, quand c'est le temps de la chasse ou du rut, là, que ça commence, il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de pression. Okay. Il y a comme une pression à l'année, parce que tout le monde peut comme y aller, mais Ouais. le temps que c'est le temps d'y aller, il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs. Puis vu que c'est pas nécessairement... Si tu vas dans les terrains de la couronne, ben là, c'est qui arrive le premier, c'est ton terrain, tu sais. Ouais. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de chasseurs c'est pareil comme au Québec, là, ou un peu partout. Là, le plus proche des centres que tu es, plus de chasseurs que tu vas avoir. Mais plus que tu t'en vas backpack dans le fond, moins qu'il va en avoir, puis plus que tu vas avoir de chances de pogner quelque chose. Ouais. Il y avait même une place en Australie, c'était dans l'État de Victoria. Le monde, pendant l'été, ce qui est l'été, eux autres, c'est pendant le temps des fêtes. Là. Oh, les autres, ils s'en vont. Ouais, c'est l'envers. Fait qu'ils s'en vont cacher des tonneaux. Où ils vont se faire des caches de bouffe pour la saison de chasse. Genre en avril, mars, avril, mai. Parce que comme ça, ils ont juste besoin de backpacker leur tente pendant genre 10-15 km. Puis là, ils arrivent là, puis ils ont leur bouffe, ils ont les affaires setées up, puis ils ont comme tout leur camp de cacher dans le bois. Ouais. Ouais. Fait que là, tu penses que tu t'en vas te promener dans le bois, je vais aller à la chasse cette semaine, puis tu arrives là, puis il y a des camps qui sont setés up. C'est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Mais les gars, ça fait genre 1 an. Mais il se passe rien, ouais, c'est ça. Là. Parce que les autres, ils ont juste, mettons, une fin de semaine ou une semaine pour y aller, fait qu'ils n'ont pas le temps vraiment de faire le shuffle. Fait que, de temps en temps, ils vont faire une coupe de hike, ils vont déposer leurs affaires là, les cacher à des places. Puis c'est légal de laisser ça, c'est terre de la couronne. Ben, I guess, là, je sais pas, j'ai pas demandé, là. Ouais, ça, si tu savais, même sur nos terres de la couronne à nous autres, non, Simon. C'est pour ça que je demandais ça. Non, mais tu sais, c'est terre de la couronne, il y a des camps qui se font brûler tout le temps, mais oui. Des camps illégaux, ça doit être la même histoire, j'imagine. Ouais. J'ai pas entendu l'affaire d'animosité comme ça, mais je sais que c'est comme le premier arrivé, premier servi. Comme. OK. Fait que si tu arrives et il y a du monde, tu fais un bout de chemin puis tu vas ailleurs. Je pense que oui, mais comme moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai été chanceux dans mes petits projets. Là. Tu sais, j'ai jamais rencontré d'autres chasseurs vraiment. Mais tout le monde est assez friendly. Tu sais, je pense pas que c'est comme au Québec que tu vas te faire percer tes pneus là, quand tu te parques à mauvaise place. Là. Ouais, ou des barrières avec des messieurs avec des carabines là, qui veulent pas que tu passes en chemin public. Là. J'ai pas l'impression que ça serait ça. Ouais. Si tu vas chez quelqu'un sur un terrain privé puis quelqu'un et tu n'es pas supposé être là, ça se peut que ça se passe mal. Là. Mais ça, c'est un peu comme n'importe où. Mais sur les terrains publics, là, ça n'a pas été mon impression. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pression, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus respectueux. Mais encore là, c'est tellement grand que tu fais comme va-t'en plus loin, là, 5 km plus loin, c'est pas grave. Si tu sais que 5 km plus loin, il y a aussi un autre 5000 chameaux, puis 6 sortes de chevreuils, puis des cochons. Puis... Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas la fin du monde. Là. Ils ont plus plus d'opportunités. Ouais. Ouais. Hey. Fait que là, on book-tu un trip là, ou quelque chose? On est-tu prêt? Seigneur, ça serait hot, hein? Dis pas ça! Ça serait quoi? C'est à moi, au tour, de vous poser des questions. Ça serait quoi, là, dans tous les animaux que j'ai parlé? Ça serait quoi votre top number one? Sanglier. Sanglier? Ben oui. Mais t'aurais du fun parce que t'as beaucoup de chance. Puis tu sais, le faire par législature, Nick, de nuit, en toute légalité, là, je pourrais le faire de nuit en plus. Ouais. Hey man, t'as pas idée, on dort pas à soir, là. T'as pas idée, on dormira demain matin. Tu pourrais le faire le jour aussi, là, tu sais. Les gars, ils chassent beaucoup. À l'arc, c'est tout le jour, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais tu sais, tu me donnerais vraiment le scénario, là. Ah, je te jure, on va se coucher juste demain matin, cette nuit, on chasse, là. Toi, gars? T'aurais une full Outback ou une full Aussie experience si tu vas chasser le cochon sauvage la nuit au spotlight, là. Oui. Moi, j'y vais en même temps que toi, puis je vais au cochon, c'est sûr, juste pour faire ça de spotlight de nuit, de voir un pick-up. Là. Mais moi, j'irais pour... Il faut que j'en choisisse rien qu'un. Oui. Seigneur. Mais t'es pas obligé d'en mettre ton top 3, tu peux dire top 3. Là, mettons, j'hésite entre deux, là. Ça serait le Red Stag puis le Fallow Deer parce que je trouve tellement qu'ils ont des panaches cool. Tu sais, le Red Stag, là, je le trouve parfait. Ils sont symétriques, ils sont hauts.
C'est comme un chevreuil avec quasiment un pied de plus de panache, tu sais, puis l'autre avec le falot qui a comme un genre de mini panache d'orignal, tu sais, des petites palettes de chaque bord. Là. Tellement différent, ouais. C'est ça, tu sais, ils sont plus petits, puis ça serait mes deux. Tu savais qu'il y en avait au BC, Fallow Deer, hein, sur un île? Puis on peut les chasser? Ben, je pense qu'ils vont tous les abattre cette année. Parce que c'est une petite île. Puis tu pouvais y aller. C'est un de mes chums qui reste là, qui m'a dit ça il y a 2 ans. J'ai planifié d'y aller, mais j'ai entendu dans les nouvelles qu'ils vont tous abattre les chevreuils. Ou qu'il y avait comme. Parce que les résidents, ça devenait un peu trop. Puis il y avait des chasseurs qui y allaient de temps en temps. Mais il fallait que tu connaisses quelqu'un. Anyway, c'était comme contrôlé, là. Mais, c'est trop compliqué d'aller chasser là. Ouais, puis là, ça devenait nuisible, puis tout ça. Fait que je pense qu'ils vont tous les abattre. Dommage. À quoi, si on a besoin de quelqu'un, ils m'appelleront. Ah, c'est ça. Je suis surpris. Vous n'avez même pas dit chameau ou water buffalo. Je suis surpris. Ben, Simon, on n'est pas des références. On est deux drôles de moineaux, nous autres. Mais par contre, je goûterai au chameau. Si tu dis que c'est si bon que ça, là, et je me ferais un gros morceau de chameau sur le barbecue, là, c'est certain. Le backstrap, là, c'était comme 5 pieds de long. C'était ça gros, là, tu sais. Seigneur. Ouais. Hey, mon deuxième gibier, moi, boys, là, pas rien de vous le dire, ça serait le kangourou. Peut-être mon côté éthique pour me faire ramasser au Québec, parce qu'il y a probablement trop de monde qui ne comprendrait pas, là, c'est quoi. Mais quand j'entends la population que Nick nous dit qu'il y a là-bas, mon deuxième, aussi étrange ça pourrait être, ça serait probablement un kangourou, man. Ouais. Mais mettons qu'il n'y aurait pas de photo Facebook, là. Je garderais mon sanglier seulement. Je mets un cadre chez vous, c'est correct. On va te sentir Exact. Bon, ben les boys, c'est moi qui ai cette malheureuse tâche-là d'arrêter les chronomètres avec Québec Hunter. Nick, dis-nous une dernière fois où est-ce qu'on suit tes aventures. J'ai eu l'impression qu'Instagram, on pouvait suivre tes aventures là-dessus. Tier 1 Outdoor, c'est TIAR.ONE.OUTDOORS. T1 Outdoors. Ouais, même moi, je vais aller te follower, je vais aller suivre tes aventures. Nick, j'ai cru comprendre que dans un avenir bien proche, on va pouvoir jaser Afrique, tes connaissances sur l'Afrique avec nous. Je vais faire mon possible. Ça va être malade. Le grand, je te laisse Je vois ça saison 4, moi, ce talk-là, ça pourrait être le fun en maudit, là. Exactement. Je vais faire mes remerciements après ça, le grand. Je te laisse le flambeau, Nick. Un gros merci d'être venu sur le podcast avec nous autres. Pour vrai, t'as été un bon drôle de moineau à découvrir. C'est drôle, tu nous as amené vraiment un paquet de culture que même moi, je vais me coucher moins niaiseux à soir. J'espère te revoir dans un autre podcast. En ma part, ben, je te remercie bien gros d'être venu nous éduquer. C'est toi, en fait, comparé à d'habitude, on déblatère avec du monde. Toi, t'es vraiment venu nous éduquer. Un gros merci, Nick. Merci à vous autres. C'est bien le fun. Ouais, merci beaucoup. Les gars, je vous descends. Je fais les petits adieux habituels. Nick, je te remercie pendant que tu es là. Très sharp. Puis l'invitation pour saison 4, là, c'est sûr, certain que tu reviens si tu veux. Ça va nous faire vraiment plaisir. Je t'ai trouvé parfait. Fait que je vous descends, puis nous autres, on se rejoint après le podcast, les gars. Je dis salut à tout le monde. Fait que la gang, Tier 1 Outdoors, si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi sur Québec Hunter. C'est pas compliqué. Je vais vous transférer sa page. Là. Il y a des belles photos là. Il y a des gibiers qu'on n'a jamais vus. Que moi, je n'avais jamais vu. Donnez-y un follow. Je pense qu'il était généreux avec nous autres. Ça vaudrait la peine de donner un petit coup de pouce. Là. La gang des réseaux sociaux, c'est comme un peu ça notre paye. Là. Quand vous nous suivez et que vous likez nos affaires, on est bien contents. Je vous dis à la prochaine. Puis, ciao!